Vous m'entendez? Ça va? Donc, j'avais intitulé mon intervention pour un environnementalisme non spéciste. Et je vais essayer de traiter de ce sujet, effectivement. Et je voulais effectivement commencer par bien souligner les différences qu'il y a entre animalisme ou antispécisme. L'antispécisme est une des formes de l'animalisme. Et l'écologie. Ce sont deux choses qui sont foncièrement différentes, contrairement à ce qui est véhiculé généralement dans les médias et ce qu'on pense même spontanément. Ce que disait notre camarade là tout de suite, c'est effectivement l'antispécisme ou l'animalisme se focalise sur la question des individus sentients, les êtres qui sont sensibles, qui ressentent des sensations et des émotions, qui ont des émotions, qui accordent de la valeur à ce qu'ils éprouvent, et notamment à ces sensations, à ces émotions. Ça procède, l'antispécisme d'une... Ça fait du bouquin, hein, c'est ça? Ça va? C'est pas grave? Ça procède d'une réflexion qui est de type éthique, qui est une réflexion en outre rationnelle, qui est une réflexion fondée sur la logique et sur une rigueur intellectuelle. Et ça n'entretient pas de rapport direct avec la question ni de la préservation des espèces, ni de la préservation de l'environnement ou des écosystèmes, des biotopes, des dynamiques évolutives, etc., etc. Ce sont vraiment des choses différentes. De façon générale, l'animalisme en tant que focalisation sur les êtres sentients, c'est ce qu'on appelle les animaux en général, mais je rappelle qu'il y a un certain nombre d'animaux qui ne sont pas sentients, donc ce n'est pas nécessairement tous les animaux. Il y a des animaux comme les éponges ou les méduses, dont on sait qu'ils ne sont pas sentients. Il y a des animaux aussi sans doute comme les huîtres, enfin d'autres mollusques qui sont non mobiles, dont il est à peu près sûr qu'ils ne sont pas sentients. Donc il s'agit vraiment d'une focalisation sur les êtres sentients. Et pourquoi? Parce que d'un point de vue éthique, la question qui se pose, c'est s'il est juste ou non d'agir de telle ou telle façon. Elle peut se traduire autrement. Est-ce que elle peut se traduire de façon positive sous la forme de comment prendre en compte les intérêts des autres? Comment prendre en compte les autres? Mais en fait, il n'y a à prendre en compte les intérêts des autres que s'ils ont des intérêts. Et c'est là qu'il y a eu lieu une sorte de révolution conceptuelle dans les années 1975 avec la publication du livre La libération animale de Peter Singer. On peut parler d'intérêt que pour des êtres qui sont sensibles. C'est à partir du moment où quelque chose est sensible, ressent des sensations, qu'on peut dire que sa vie peut se passer bien ou mal, qu'il a des préférences, que sa vie lui importe, qu'il y tient, etc. Il faut qu'il y ait des sensations pour qu'on puisse parler des intérêts d'un être. Et même au-delà, pour qu'on puisse parler en fait d'un être. Quelque chose qui n'éprouve pas de sensations, qu'il s'agisse d'un rocher, d'une rivière, d'un cadavre, d'un microbe, d'une certaine façon, c'est un abus de langage d'en parler comme d'un être, c'est plutôt une chose. Du fait justement que ce n'est pas un sujet qui cherche à défendre ses intérêts, qui aurait des préférences, etc. Et à l'inverse, à partir du moment où quelque chose devient sentient, ce quelque chose va développer des préférences, des aversions, et va, en fonction de ça, avoir des fins qui lui sont propres, des objectifs qui lui sont propres. Et donc l'éthique, fondamentalement, c'est le fait de se préoccuper des autres, et ça n'a de sens donc que pour des autres que pour des êtres, que pour des choses qui ressentent. Peter Singer prend l'exemple, par exemple, un caillou qui ne ressent rien, qu'on le casse en deux, qu'on le casse en quatre, qu'on le réduise en poussière, ça lui est égal. Et d'une certaine façon, c'est un abus de langage de dire lui, d'utiliser un pronom personnel, parce que justement, le caillou n'a pas d'existence en tant que sujet, en tant que subjectivité. Il n'a pas d'intérêt à défendre. Peu lui importe ce qui lui arrive, ce qui n'est pas le cas d'une souris ou d'un chien à qui on peut donner un coup de pied, par exemple, et qui va en souffrir. Et c'est une sensation qu'il cherche à éviter. Et du coup, c'est la matière première, je dirais, de l'éthique, la sensation, et les sensations d'aversion, au contraire,
les sensations qu'on recherche de plaisir et voilà. Donc l'animalisme est très différent à ce niveau-là de l'écologie, c'est pas du tout la même chose. Moi je dirais que l'animalisme il procède d'une éthique, que l'écologie, à mon sens, ne procède pas d'une éthique, et procède plutôt de quelque chose qui est de l'ordre de la technique. On essaye de faire procéder l'écologie de l'éthique, mais j'y reviendrai, je pense que c'est une erreur. Ensuite, je pense que c'est important de marquer cette différence entre questions animalistes et questions écologiques, parce que nos sociétés sont fondamentalement spécistes, c'est-à-dire qu'elles utilisent un système de 2 poids, 2 mesures pour évaluer l'importance des êtres ou l'importance des intérêts des êtres, selon qu'ils font partie de l'humanité ou selon qu'ils font partie d'autres espèces. Et alors je vais pas revenir là-dessus, il y a déjà eu des discussions les jours précédents autour de la notion de spécisme, mais comme le spécisme est une discrimination qui est arbitraire, qui ne tient pas logiquement, il est obligé de se maintenir sous une forme qui n'est pas liée à un argumentaire de type rationnel, mais grâce à ce qu'on appelle une idéologie, c'est-à-dire un ensemble de représentations et d'affects qui concernent l'ensemble de la société, qui traversent l'ensemble de la société et qui s'incarnent en chacun de nous d'une façon très profonde et qui vont créer une sorte d'ensemble organisé qui va dans le sens d'une négation soit des intérêts des autres animaux, soit de l'importance des intérêts des autres animaux, et qui donc permet leur exploitation, le fait de ne pas prendre en compte leurs intérêts, etc. Alors, je pense ne pas m'appesantir sur ce versant-là, ce que c'est qu'une idéologie, en quoi c'est lié à des rapports de domination et au fait de devoir pallier au manque de rationalité, de substrat rationnel en termes d'éthique aux dominations. Les dominations, de façon générale, sont indéfendables d'un point de vue éthique. Le fait de moins prendre en compte les intérêts des autres est indéfendable d'un point de vue éthique. Mais je voulais insister sur un aspect bien particulier, notamment du spécisme, qui est le fait qu'on assimile les animaux à la nature. Et ça a des conséquences importantes, et ça a des conséquences importantes pour les rapports entre animalisme et écologie. De façon générale, les idéologies, enfin en tout cas l'idéologie humaniste, qui est une idéologie spéciste, pose que les humains sont des êtres de liberté, c'est-à-dire que ce sont des individus qui ont immergé de la nature et qui ont gagné par leur intelligence, par leur qualité propre, la capacité à s'autodéfinir, une autonomie qui est une autonomie aussi bien comportementale que morale, etc. Et l'humanisme pose que ce sont des êtres d'exception, les humains, pour cette raison, qui se distinguent fondamentalement de l'ensemble des autres animaux, qui eux sont des êtres de nature, c'est-à-dire des êtres qui sont en fait des corps, des organismes, déterminés par leurs instincts, par leurs pulsions, encore une fois par leur corps, qui ne se maîtrisent pas, qui sont simplement le jouet de ce pourquoi ils ont été créés ou produits, etc. Et qui, de ce fait, n'ont pas de dignité propre, contrairement aux humains, et donc ne doivent pas se voir reconnaître de droits, et donc sont exploitables à merci. Et il y a donc ce découpage fondamental qui est à la base même de l'idéologie spéciste entre être de liberté et être de nature. Avec cette idée que la nature, c'est un ordre, ce qu'on appelle l'ordre naturel, où chaque chose a sa place. Les choses ont une nature propre, une nature de chat, une nature de singe, une nature de je ne sais pas quoi, qui est une sorte d'essence qui est là, qui d'une certaine façon est là pour les faire être ce qu'ils sont et les faire remplir une fonction au sein de la totalité, au sein de l'ordre. Alors que les humains, eux, sont perçus comme ayant émergé de ce système d'ordre et de nature déterminante, donc comme des êtres de liberté, mais c'est-à-dire aussi comme des individus qui sont à eux-mêmes leur fin propre, etc., etc. Et donc on a d'un côté les animaux qui sont vus comme des êtres qui n'ont pas de véritable subjectivité, ils sont mus par des instincts,
Les instincts, c'est simplement, d'une certaine façon, les courroies de transmission de l'espèce dans l'individu. C'est l'espèce, au final, qui compte un peu dans la vision spéciste du monde. Les individus sont interchangeables. Ils n'ont pas de subjectivité propre. Encore une fois, c'est les instincts qui remplacent la délibération, le désir, le besoin, etc. Les animaux sont vus comme fonctionnels par rapport au grand tout, à la nature, à l'ordre naturel. Ce sont des rouages au sein de l'ordre naturel. Il y a les proies, il y a les prédateurs, tout ça fonctionne merveilleusement bien. C'est ce qui fait que le monde est monde. Et c'est dans la nature des choses, ça ne doit pas changer, etc. Et les humains, eux, encore une fois, sortent de ce cadre-là, par les petits bras musclés de leur intelligence et de leur capacité mentale, et accèdent à un autre niveau, qui est celui de l'autocréation. Ils créent leur propre histoire avec la société, la culture, l'histoire, pour le coup, l'éducation, etc. Dit dans des termes humanistes, donc, ce sont des êtres de liberté qui sont d'autocréation, par opposition aux animaux qui sont des êtres de détermination naturelle. Et donc ça, c'est vraiment le substrat fondamental du spécisme dans nos sociétés. C'est d'une part cette distinction entre humanité et nature. Le monde est découpé à la machette en deux sphères, une sphère de la liberté et une sphère de la détermination, la nature. Et animaux et humains sont rangés strictement de part et d'autre de la frontière, dans deux mondes qui n'ont, non seulement qui n'ont rien à voir, mais même qui s'opposent fondamentalement par leur propriété, quoi. On pourrait dire, ça reprend les vieilles dichotomies liées au christianisme. On a d'un côté le monde de l'esprit, et de l'autre le monde de la matière, le monde du corps. Et même si ce n'est pas défendu de façon très rationnelle de nos jours, ça reste la partition du monde qui continue d'être diffuse dans notre société et de servir de base à notre imaginaire, à notre façon de percevoir les choses. Alors, c'est une façon de voir les choses, et notamment les animaux, qui commencent à être battus en brèche, mais aussi les humains en fait, mais qui commencent vraiment à être battus en brèche du côté des animaux par le progrès, notamment des sciences de l'éthologie cognitive. L'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. L'éthologie cognitive, c'est la science c'est la recherche autour des capacités mentales qui expliquent les comportements des animaux. Pendant longtemps, il y a eu un tabou dans ces recherches-là qui faisait qu'on se refusait à analyser les comportements des animaux autrement que comme des sortes de comportements réflexes, des comportements instinctuels, etc., etc. On se refusait à accorder une subjectivité aux animaux. Et depuis maintenant 20-30 ans, il y a eu une révolution en éthologie, qu'on appelle justement l'éthologie cognitive, qui fait qu'aujourd'hui, on considère que effectivement, c'est impossible de donner un sens au comportement des animaux sans, grosso modo, pour faire vite, se référer aux mêmes catégories d'explications que pour les comportements humains, c'est-à-dire que les animaux sont mus par des désirs, ils ont des motivations, ils délibèrent, ils font des choix, ils connaissent des émotions et des sentiments, etc. C'est-à-dire, on en est venu à expliquer les comportements animaux dans des termes qui étaient absolument tabous il y a 30 ans, qui sont les termes qui servent en général en psychologie humaine ou en éthologie cognitive humaine. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y a de moins en moins de différences. Et on pensait que les animaux avaient des facultés extrêmement réduites. Il y a 30 ans, c'était pas rare d'entendre encore des gens qui disaient « mais les animaux ne souffrent pas ». Bon, ça c'est une phrase qui a totalement disparu, on ne l'entend plus du tout. On ne se rend pas compte, mais c'est un progrès majeur, à mon avis, dans la façon de percevoir les animaux. Mais on continue, de façon générale, à se représenter les animaux comme ayant des capacités cognitives extrêmement réduites.
Et aujourd'hui, le champ des études en éthologie cognitive explose. Et on s'aperçoit que les animaux de façon générale, c'est difficile de parler des animaux de façon générale, c'est des dizaines de milliers d'espèces, c'est plein de capacités extrêmement diversifiées, mais que de façon générale, on sous-estimait immensément les capacités des autres animaux, et on est assez épaté par les résultats de plein d'expériences, un peu dans tous les domaines. Ça va de la mémoire à la projection dans le temps, à la capacité à faire face à des problèmes complexes, soit des problèmes théoriques, abstraits, soit des problèmes pratiques, qui peuvent être des problèmes sociaux, ou des problèmes de type se repérer dans l'espace, ou etc. On est en train de découvrir qu'il n'y avait pas besoin d'aller sur la Lune ou sur Mars pour découvrir de nouveaux mondes, mais que ces mondes-là, très riches, existaient autour de nous, et on commence tout juste à en prendre la mesure. Donc ça, c'est une chose. Donc on découvre de plus en plus que les animaux sont comme les humains, des êtres, on pourrait dire de liberté, si on veut rester dans cette dichotomie détermination-liberté, comme les humains. Mais il n'empêche que partout, on continue de parler de nature quand on parle des animaux. C'est-à-dire qu'on continue d'utiliser cette notion-là comme notion de référence pour parler des animaux, ce qu'on ne fait évidemment absolument pas par rapport aux humains. Par exemple, un article de Sciences et Avenir va parler des capacités cognitives, je ne sais pas, par exemple des mammifères en général. Et ça va être la nature est bien plus complexe qu'on ne le pensait, etc. C'est systématiquement, ils vont être ramenés à la notion de nature. C'est-à-dire qu'au niveau idéologique, malgré le fait qu'on ait des connaissances qui, concrètement, vont à l'encontre de l'idéologie des animaux nature, ou des animaux machines, ou des animaux détermination naturelle, des animaux organismes naturels, des animaux instincts qui existaient avant, on garde quand même la structure animaux-nature, qui va continuer à s'opposer à humain-humanité, humain-liberté, etc. Et à ce niveau-là, l'écologie joue à l'heure actuelle, je ne dis pas qu'elle l'est intrinsèquement, mais elle joue à l'heure actuelle un rôle clé dans les rhétoriques des opposants à un changement des rapports humains-animaux, des opposants notamment à l'antispécisme, etc. On le voit par exemple autour de la question là, qui est devenue assez importante au niveau médiatique et puis au niveau de la société tout entière, la question de la consommation de viande et de chair animale. Des gens comme Paul Ariès, là, dernièrement, vont botter en touche, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas répondre sur la question éthique de est-ce que c'est défendable, est-ce que c'est justifiable de ne pas prendre en compte les intérêts d'êtres sentients. Ils vont éviter de répondre à cette question-là et ils vont déplacer leur réponse sur le terrain de l'écologie. Et ce qui leur permet de faire ça, c'est cette assimilation qu'on a à un niveau inconscient entre animaux et nature. Et qui leur permet d'avoir l'air de répondre à la question éthique, alors qu'en fait, ils la déplacent et ils la court-circuitent. Et de façon générale, l'idée de nature est une idée qui est extrêmement pernicieuse, à mon avis, notamment parce que c'est une idée de type mystique religieuse, qui justement a de toute éternité pour fonction de permettre de court-circuiter la réflexion éthique. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de réfléchir en termes éthiques sur ce qu'il est bon ou pas de faire, ce qu'il est juste ou pas de faire, en fonction de quels critères, pour qui, etc., on se pose la question de est-ce que c'est naturel ou pas? Est-ce que ça correspond à ce qu'on a décrété naturel? Parce que je pense que de fait, moi, la nature, ça n'existe pas. Il n'y a pas des choses naturelles et des choses non naturelles. Mais un peu comme avant, on se posait la question, non pas de ce qui était juste ou pas de faire, mais de ce qui était voulu ou non par Dieu. Et bien, Dieu a été remplacé par nature, et on se pose la question de est-ce que ça a été voulu par nature, ou est-ce qu'au contraire, ce serait contre nature? Et on voit bien avec cette notion de contre-nature que cette idée de nature est loin d'être une idée simple. L'idée de nature se pose comme une description de la réalité,
ce serait la réalité, on parle de la nature, c'est le monde de façon générale. Mais en fait, cette notion de contre-nature montre que l'idée de nature, ce n'est pas simplement une description du monde, elle a aussi un côté prescriptif. Il y a des choses qui peuvent être contre nature, aller à l'encontre d'une sorte de volonté ou de dessein ou d'ordre ou je ne sais quoi de la nature. Pour donner une idée, si on prend la notion de réalité, bon, on ne sait pas bien ce que ça veut dire la réalité, on dit c'est un terme vague, mais en tout cas, c'est un terme qui ne se prête pas à la même opération. Ce n'est pas un terme qui est prescriptif. On ne parle pas de contre-réalité. On n'imagine pas que quelque chose puisse être contre-réel. Les choses existent ou n'existent pas, point. Il n'y a pas de choses contre-réelles. Avec l'idée de nature, on a cette idée de contre-nature, c'est-à-dire que non seulement la nature est censée décrire le monde tel qu'il est, mais en plus c'est censé être prescriptif, c'est-à-dire nous dire que ça doit rester comme ça doit être comme ça ne doit pas bouger, etc. Et évidemment, les sociétés humaines plaquent sur l'idée de nature ce qu'elles ont bien envie d'y plaquer, et du coup, elles y plaquent les normes qu'elles ont envie de voir respectées. C'est ainsi, par exemple, qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens considèrent que l'homosexualité est contre nature et que c'est donc, le donc est important, une raison de vouloir la juguler, faire en sorte qu'elle soit pas trop visible ou pas trop qu'elle se reproduise pas, ou etc. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de type mystique ou religieux derrière l'idée de nature qui fait qu'elle devient prescriptive et qu'on l'imagine volontiers, la nature, comme étant une entité douée d'une volonté avec donc un sens, indiquant un sens qu'on doit suivre, donc d'une façon qui est très similaire au rapport que les croyants entretiennent avec la notion de Dieu, etc. C'est un long développement, mais c'était vraiment pour définir un petit peu les difficultés qui se posent dans les rapports entre animalisme et écologie. La principale difficulté étant donc cette assimilation qui est sans cesse faite entre animaux et nature, et ce glissement qui est sans cesse fait entre questions animales et questions environnementales. Et alors c'est aussi favorisé bien évidemment par le spécisme de façon générale en tant qu'humanisme, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est donc fondamentalement spéciste, où l'appartenance d'espèce d'un individu est absolument déterminante dans la façon dont on va prendre en compte, ou d'ailleurs ne pas du tout prendre en compte ses intérêts, et où l'appartenance d'espèce a été élevée au rang d'appartenance fondamentale dans nos sociétés. C'est l'appartenance qui, d'un point de vue éthique et politique, conditionne absolument tout dans notre société. Les droits et les devoirs, etc., etc. Selon qu'on est humain ou pas, on peut passer à la casserole ou au contraire voir sa vie considérée comme sacrée, etc., etc. On peut appartenir à autrui ou au contraire voir l'esclavage interdit. Enfin bon, la distance est incommensurable entre la façon de traiter les uns et les autres en fonction de cette notion d'espèce. Et du coup, l'écologie, qui est au départ la science de comment fonctionne l'écosystème planétaire, on va dire, et s'est développée comme une écologie, dans un premier temps, purement humaniste, c'est-à-dire centré sur les besoins des seuls humains, ce qui est tout à fait logique dans une société humaniste. Et la notion d'environnement s'est donc développée dans un sens purement humaniste. C'est-à-dire l'environnement, c'est l'environnement de qui ? Des humains. Bon, en outre, c'est les humains pris comme un seul bloc, ce qui est aussi une fiction. Il y a plein de catégories différentes d'humains qui vivent dans des environnements différents. Mais disons que la notion d'environnement s'est développée de cette façon-là. C'est dans un second temps que il y a eu aussi une notion de... Alors, dans ce sens humaniste de la notion d'environnement, ce qu'il faut bien noter, c'est que les animaux n'existent qu'en tant qu'environnement des humains. En tant que pièce de l'environnement, élément de l'environnement des humains.
C'est-à-dire qu'ils n'ont d'importance, là encore, que en tant que pièce, d'une part, d'un ensemble plus grand, qui est l'environnement, et rapporté lui-même à l'humanité, qui est le centre producteur de valeur et de sens. Ensuite, s'est développé un autre type d'écologie, qui en fait n'est pas nécessairement complètement contradictoire avec le premier, qui est l'écologie écocentriste, c'est-à-dire qui est censé considérer la nature comme étant son propre référent en valeur, et donc c'est censé ne plus être centré sur l'humanité, et on va moins parler d'environnement que d'écologie. C'est l'ensemble qui compte, mais de fait on s'aperçoit que là encore, les animaux n'existent qu'en tant que partie, qu'élément de la totalité, et ils n'ont d'importance qu'en tant qu'élément de la totalité, alors qu'on ne va pas considérer les humains de cette façon-là. On considère quand même les humains comme étant en dehors de ce calcul-là, et comme ressortissant d'autres types de règles que les éléments naturels. Vous parlez de quel auteur en particulier? Ben, je ne parle pas d'auteurs en particulier, je parle là de courants qui sont des courants très généraux. Mais l'écocentrisme, c'est plein d'auteurs. Oui, mais là, je ne parle pas du tout d'auteurs en particulier, je parle de la position générale. Mais ça ne s'applique pas à tous les penseurs écocentristes. Non, mais parce que je parle globalement de l'idéologie qui prévaut dans notre société, où cette histoire d'humanocentrisme est extrêmement prégnante. Je veux dire, c'est elle qu'on retrouve dans les discours officiels, et où l'écocentrisme existe un petit peu en souterrain par rapport à l'humanocentrisme, et est assez généralisé aussi. Et où dans tous les cas, on a cette histoire qu'il subsiste un double traitement. Les animaux sont des parties de la nature, ou des parties des écosystèmes, etc. Et où les humains sont vus extérieurs à cela, et sont intégrés sous une forme qui leur conserve leur valeur en tant qu'individu, etc. Juste une remarque, quand même, un des fondateurs de la pensée écocentrique est Aldo Leopold. Typiquement, c'est pas quelqu'un qui va mettre les humains en dehors de la communauté environnementale ou biotique. C'est vraiment quelqu'un qui pense l'appartenance à la communauté biotique, et ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de décrire. Oui, je n'avais pas envie de parler de Aldo Leopold, parce que Aldo Leopold, c'est un individu, il est connu, mais n'empêche que quand on parle de l'idéologie globale dans laquelle on baigne dans notre société, les gens n'ont pas lu spécialement Aldo Leopold, et de fait, ils ne partagent pas cette vision des choses. Là, ce dont je veux parler, c'est de l'idéologie dans laquelle on baigne, en fait. Soyons précis, il y a juste un coup de force à dire que l'écocentrisme consiste à remettre, alors ça paraît contradictoire, à remettre les hommes en dehors, alors que c'était précisément vouloir se redonner une attention à l'ensemble. Au contraire, c'est oui. un mouvement pour Alors ce que je disais, c'est que ça ne consistait pas à vouloir remettre les humains à l'extérieur, mais que je disais que malgré la volonté de considérer l'ensemble, ça laissait les humains à l'extérieur, ce qui était différent. Oui, Et il y a toujours une volonté très forte d'un courant de l'écologie, qui est donc ce courant écocentrique, de considérer la nature comme un sujet de la morale en soi, c'est-à-dire de considérer l'ensemble des écosystèmes ou même les processus évolutifs comme étant des sujets en soi de l'éthique, qu'il faut considérer pour eux-mêmes et qu'il faut respecter pour eux-mêmes. Pour ma part, je pense que ça ne tient pas d'un point de vue logique et rationnel, que ça peut présenter un intérêt d'une certaine façon technique, j'y reviendrai, instrumental technique, mais que la nature en tant que chose non sentiente n'a pas d'intérêt à défendre, et que ça n'a pas de sens du coup de la prendre en compte, de la prendre pour objet directement. Par contre, il est bien évident que l'environnement de façon générale et les environnements particuliers en particulier sont à prendre en compte pour le bien-être des êtres sentients qui évoluent en leur sein. Mais là, on arrive justement à un type d'écologie qui est encore différent de l'écologie humaniste ou humanocentrée ou de l'écologie écocentrique. C'est ce que j'appelle, moi, un environnementalisme non spéciste ou une écologie sentientiste. C'est un environnementalisme
qui est fondée sur, au niveau éthique, sur cette question, sur la reconnaissance du fait que ce qui compte dans le monde, ce sont les êtres sentients et leurs intérêts, et la prise en compte de leurs intérêts, et que les autres choses ne comptent que relativement à cela. Donc que le critère fondamental de l'éthique, c'est la sentience, et c'est la prise en compte des intérêts des êtres. Alors j'utilise la notion d'intérêt, mais ça pourrait être des notions de droit, enfin il y a plein de façons différentes de parler de ce genre de choses. Mais que l'éthique fondamentalement doit être centrée sur les individus sentients et sur ce qu'ils vivent tout bonnement. Et qu'à ce niveau-là, l'écologie, elle aussi, doit être basée sur les intérêts des individus sentients. Et c'est pour ça que je parle d'environnementalisme. C'est que l'environnement compte et importe pour le bien des êtres sensibles dont il est l'environnement. C'est déjà ce que fait l'écologie humano-centrée, sauf qu'elle ne se centre, elle ne se focalise que sur le bien des humains, bon, de façon très peu efficace dans la réalité, mais peu importe, dans le principe, c'est ce qu'elle fait. Là, il s'agit en fait de considérer l'environnement sur la base de l'ensemble des êtres sentients qui ont un intérêt à avoir un environnement faste, un environnement qui leur soit favorable, qui leur permette d'avoir une vie la moins souffrante et la plus heureuse possible. Alors, mais cette autre façon de voir l'écologie, qui est une façon qui n'existe pas à l'heure actuelle dans la société, c'est une façon qui procède de la vision antispéciste du monde, mais c'est une vision qui n'est pas du tout répandue, et à mon avis, c'est un vrai combat politique que d'amener l'écologie à cette vision-là. C'est une vision qui est assez compliquée, parce que l'humanisme procédait à une réduction drastique du problème, c'est-à-dire qu'on considère l'environnement des humains, point. Quand on en vient à considérer l'environnement de l'ensemble des êtres sentients, on en vient à considérer une foule d'environnements différents, au sens où on a un même environnement objectif, qui est le monde dans lequel on évolue, mais qui va se décliner de milliers ou de millions de façons différentes, d'une part en fonction bien évidemment des environnements géographiques, mais surtout en fonction des individus et des espèces qui ne vivent... par exemple, la ville, c'est l'environnement des humains, mais c'est aussi la ville de rennes, c'est l'environnement d'humains, mais c'est aussi l'environnement de rats, de pigeons, etc. etc. Et dans une optique antispéciste, c'est un environnement qui est à prendre en compte sous une forme qui est ainsi déclinée d'une façon qui est assez différente. Il n'y a pas du tout le même... ça a beau être les mêmes immeubles, les mêmes rues, les mêmes égouts, etc., les mêmes toits, ils ne sont pas utilisés, vécus de la même façon par des rats, par des pigeons, par des humains, et on ne développe pas les mêmes besoins par rapport à cet environnement-là. Bien que objectivement il soit le même, d'un point de vue utilitaire, on va dire, il devient extrêmement différencié. Alors là, quand il s'agit uniquement de prendre en compte les rats, les humains, les pigeons, ça va encore, mais en fait, dans pas mal de biotopes, on a des dizaines, des centaines, voire des milliers d'espèces différentes qui chacune vivent dans des, même si c'est le même environnement, dans ce qu'on pourrait appeler des milieux différents. C'est un éthologue allemand des années, enfin qui a dû mourir à la fin des années 40, qui s'appelait von Uexküll, qui a développé la notion de milieu, où il dit que, par exemple, un arbre, c'est pas du tout le même milieu pour un humain promeneur, un humain bûcheron, un humain cueilleur, mais encore moins pour un écureuil, pour un escargot, pour un pivert, etc. Il ne va pas être appréhendé de la même façon. Tous n'ont pas les mêmes sens, n'ont pas développé les mêmes sens.
un pivert ne va pas voir les couleurs ou les tailles de la même façon qu'un écureuil, etc. Et tous n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes intérêts à cet environnement-là, ne recherchent pas les mêmes, les mêmes objectifs, etc. Et donc lui, il parle de milieu pour différencier. Et un tel environnementalisme antispécie serait un environnementalisme qui, en fait, je ne trouve pas de mots, mais qui se préoccuperait des milieux des uns et des autres, de façon à faire en sorte qu'ils leur soient le plus possible favorables. Donc ça fragmente et ça divise de façon indéfinie le problème. Là où on avait à se préoccuper que de l'environnementalisme par rapport à l'humanité, on en vient à se préoccuper des milieux par rapport à des centaines ou des milliers d'espèces, et encore sans parler des individus. À l'heure actuelle, on n'a pas vraiment les outils pour se dépatouiller avec une telle prise en compte, avec une telle complexité. Ça ne veut pas dire qu'on ne développera pas ça. À l'heure actuelle, personne quasiment ne pense dans ces termes-là. Ce n'est pas une question pour l'instant qui a beaucoup mobilisé les intelligences dans notre civilisation. Et par ailleurs, c'est un environnementalisme qui pose aussi un autre type de problème, c'est que notamment les animaux, mais enfin l'ensemble des éléments qu'on trouve dans l'environnement font partie de l'environnement des autres. Par exemple, je parlais de la ville de Rennes. La ville de Rennes, c'est l'environnement à la fois des rats qui y habitent, des humains qui y habitent, des humains qui y habitent. Mais les humains font partie de l'environnement des rats. Les rats font partie de l'environnement des humains, etc. Bon, de fait, je fais un partage un petit peu arbitraire, parce que les humains font aussi partie de l'environnement des humains. On est notre propre environnement aussi. Mais c'est qu'on est aussi intégré de façon concrète, technique, dans l'environnement, dans la notion d'environnement. Et très vite rentre en ligne de compte le fait que les environnements des uns ne sont pas nécessairement, ne vont pas nécessairement dans le sens de l'environnement des autres. Les uns et les autres n'ont pas les mêmes besoins, et en plus de ça, vu que les animaux font partie, les animaux humains compris font partie des environnements, ils se trouvent aussi à être analysés en tant que tels. Comment dire ? Là, je pense notamment aux histoires de prédation. Par exemple, on a l'environnement des chevreuils en forêt, c'est aussi les loups, et c'est pas une partie de leur environnement qui leur est particulièrement agréable et souhaitable. Et en même temps, à l'inverse, dans l'environnement des loups, il y a les chevreuils qui, au contraire, est un élément important pour eux. Et on a à ce niveau-là des sortes de conflits au niveau environnementalisme, qui redoublent la complexité et qui sont non pas un conflit comme je viens d'en parler, mais une multitude de conflits croisés, et donc qui rendent la question extrêmement complexe d'un point de vue théorique, je dirais. Et il n'empêche que je pense que c'est extrêmement important d'en venir à considérer la question de l'environnement non plus comme une question qui serait détachée des intérêts des êtres sensibles, une sorte d'écocentrisme où on se préoccupe uniquement que les écosystèmes continuent de fonctionner, que le climat ne se réchauffe pas trop, que ceci, cela. Enfin, une sorte de conservationnisme où il faut garder les mêmes types de structures et de processus à l'identique, sans se soucier du tout de l'impact que ça a sur la vie réelle des individus concrets. Je pense que ça, il faut l'abandonner. C'est une vision qui n'a pas beaucoup de sens. Par contre, il faut aussi abandonner la vision purement humano-centrée. Mais du coup, on n'a pas pour l'instant véritablement les outils pour arriver à ce qui, à mon sens, serait la vision juste de
de l'environnementalisme, qui sont en fait une multitude d'environnementalismes croisés, quoi. Je parle trop, alors je ne vais pas parler de tout, mais en tout cas, là, je pense que là où ça nous amène, c'est à une vision de l'environnementalisme qui ne fait plus semblant d'être autonome par rapport à l'éthique, comme il le fait avec l'environnementalisme humaniste ou humanocentré, où l'humanisme est une vision des choses tellement ancrée, qui est tellement au fondement de notre société, qu'on a l'impression que l'écologie est une sorte de science qui n'a rien à voir avec l'éthique, alors qu'en fait elle est centrée sur le bien de l'humanité, donc elle est éthique, mais à mon avis sur des bases qui sont fausses. Là, il s'agit véritablement d'un environnementalisme qui assume son soubassement éthique et qui du coup est au service de l'éthique en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on va lutter contre une marée noire, ça ne va pas être parce que ça menace le futur de l'humanité, ou pas uniquement. Ça ne va pas être parce que ça fait tache dans le bleu du ciel et de la mer, et que ça pollue une sorte d'entité fantasmatique qui serait la nature. C'est parce que ça nuit à des intérêts fondamentaux de plein d'animaux qui évoluent dans ces espaces-là, alors qu'il s'agit des animaux aquatiques ou des oiseaux, etc. C'est-à-dire que c'est explicitement pour des raisons éthiques qui sont liées aux intérêts des êtres sentients. Et il faut que je retrouve la suite de mon discours sur cette question. Oui, et dans la pratique, je pense que c'est extrêmement important d'arriver à, pour la lutte antispécisme, pour la lutte pour casser le spécisme, d'arriver à faire émerger cette vision de l'écologie, malgré les problèmes dont je vous ai parlé, les problèmes pratiques liés à ces environnementalismes croisés, mais au moins faire émerger effectivement le discours que c'est par souci de l'ensemble des êtres sentients de la planète, présents et à venir, par exemple, qu'on va s'opposer à la prolifération nucléaire, ou qu'on va s'opposer à, je ne sais pas quoi, les gaz, la fracture hydraulique pour les gaz, ou je ne sais pas quoi. Cesser d'avoir un discours purement humaniste ou purement écocentrique. Et faire émerger le sujet animal comme sujet central en fait des préoccupations. Parce qu'à l'heure actuelle, l'écologie sert au contraire à noyer la question animale et à noyer les animaux dans des entités abstraites, la nature, les océans. Par exemple, l'exemple tout bête des pêches. À l'heure actuelle, on pêche entre 1000 et 3000 milliards de poissons chaque année dans les mers. Et on élève dans des élevages aquacoles des centaines de milliards. C'est des chiffres qui sont incommensurables, qui sont infiniment plus élevés, pas infiniment, mais beaucoup plus élevés que les chiffres des victimes vertébrées terrestres. On considère qu'on tue environ 70 milliards de vertébrés terrestres dans les abattoirs chaque année dans le monde. C'est à comparer avec ce chiffre de 1000 à 3000 milliards de poissons, et ça c'est encore sans compter des myriades d'invertébrés aquatiques. Mais on ne va jamais parler des individus. On va dire que la pêche vide les océans, par exemple. On va parler de ressources halieutiques, etc. C'est-à-dire qu'on reste dans une optique qui est soit écocentrique, les océans, soit humanocentrée, les ressources halieutiques. Et les individus sont totalement noyés dans ces concepts abstraits que sont l'océan. Et c'est un vrai combat, je ne sais pas comment le nommer, politique, culturel, idéologique, que de faire émerger
les intérêts des animaux dans un contexte qui, au contraire, est un contexte qui tend fondamentalement à les noyer, à les recouvrir, quoi, à les empêcher d'apparaître à la conscience. Je pense que ça, c'est un objectif qui est énorme, qui est un objectif qui, aujourd'hui, où il y a une urgence de façon générale de plein de questions écologiques globales, ne doit pas se faire contre l'écologie, mais qui doit se faire... c'est un discours qui doit émerger comme nouveau discours pour s'opposer, je parlais de la prolifération nucléaire, mais etc., aux autres problèmes, quoi. Une nouvelle façon de penser les problèmes, non plus relativement à une entité abstraite, la nature, non plus relativement à une autre entité abstraite, l'humanité, et qui est une entité réductrice, mais en le pensant par rapport à la multiplicité des êtres concrets qui sont concernés. Mais ce que je vous propose, j'ai parlé longtemps, il y a plein de sujets en fait que je n'ai pas abordés, mais ça serait aussi bien de les aborder en discutant plutôt que je continue comme ça. De toute façon, j'ai dit un peu l'essentiel de ce que je voulais dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on débatte à partir de cette base-là. Voilà. Je vais juste préciser pour les questions. Je vais vous demander de poser une seule question, de faire tourner le micro, et puis quand on aura fait le tour, vous pourrez reposer une deuxième question. Oui. Alors moi, c'est pas tout à fait une question, c'est un petit peu une réflexion. J'espère que je vais être à peu près claire. Alors en fait, si j'ai à peu près compris, et si je schématise grossièrement, vous dites qu'il faudrait considérer les autres animaux comme individuellement, comme individus et les placer ce qu'ils sont. Oui. Mais moi, je pense aussi qu'il faudrait qu'on diminue un peu la valeur qu'on apporte à l'individualité en tant qu'humain. Parce que bon, je ne suis pas spécialement érudit en sciences sociales et en philosophie, mais je pense que la notion même d'individualité qu'on porte comme étant un individu libre et qui est un référentiel humain, en fait, a pas toujours tant de sens que ça, et même on voit ce qu'on pense être notre pensée, notre personnalité, c'est finalement défini par des signaux qui passent dans notre cerveau et des molécules qui se transfèrent d'une cellule à une autre. Il y a plein de découvertes maintenant sur le microbiote qui déterminerait une part de la personnalité des gens. Le microbiote, c'est les micro-organismes avec lesquels on vit dans notre ventre. Donc en fait, pour moi aussi, je trouve que c'est une bonne initiative. En fait, il faudrait, j'ai envie de dire, remonter les autres animaux et nous descendre nous un peu aussi, en fait. Parce qu'on se place comme des individus, alors qu'en fait, on est un peu moins que ce qu'on... Je pense qu'on se surestime un peu, les humains. On a cette tendance à se considérer important, à des individus libres de penser, etc. Mais en fait, moi je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. On est comme les autres animaux dans le sens où on est aussi régi par des règles biologiques et ce qu'on pense être est régi par des règles biologiques. Et moi, il y a aussi quelque chose qui me choque dans ce que vous nommez un individu, enfin qui me choque, c'est un grand mot, hein, je veux pas... C'est que vous prenez comme référence le fait d'être sentient, alors que pour moi, en fait, le problème de dire ça, c'est que c'est un référentiel humain. C'est que ce qu'on nous considère comme étant important, parce que c'est ce dont les humains sont capables, sentir des émotions, ressentir des sensations, des émotions, ça, ce sont des caractéristiques propres à l'homme, en fait. Et on place, comment dire, on va essayer d'élever les autres individus, les autres êtres vivants, en disant, regardez, eux aussi, ils sont importants parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que nous. Alors qu'en fait, chaque individu, chaque espèce ont des caractéristiques différentes, et même celles qui ne sont pas sentientes en sont pas moins importantes ou pas, comment dire, pas moins des individus, en fait, c'est juste notre référentiel d'humains qui se prennent un petit peu... voilà. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une bonne réflexion, et ça vaut le coup du coup que je précise. Ce qui est très intéressant dans la révolution, à mon avis, qu'introduit l'antispécisme, c'est qu'on cesse de raisonner en termes de valeur des êtres, et qu'il ne s'agit pas de rehausser certains ou d'abaisser d'autres. Il s'agit de considérer les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire l'importance qu'eux-mêmes accordent à ce qu'ils vivent. Il y a des intérêts plus ou moins importants, plus ou moins fondamentaux, mais justement complètement indépendamment de toute échelle des êtres.
on en finit avec cette vieille idée qui date de Aristote qu'il y aurait des supérieurs et des inférieurs, qu'il y en aurait qui auraient à prendre en compte ou pas prendre en compte. On considère simplement ce qu'on fait tout spontanément vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos proches, que ce qui importe, c'est ce qui nous importe, c'est ce qu'on ressent comme important, et ce que les autres ressentent comme important, et ça importe à la hauteur de l'importance de leur ressenti à ce niveau-là. Et du coup, il ne s'agit pas du tout, par exemple, de hisser à un rang supérieur, par exemple, les animaux, ou d'amener à un rang inférieur les humains. Il s'agit d'en finir avec ces histoires de rang. Mais du coup, la notion de sensibilité, ce n'est pas un facteur de valorisation nouveau qui serait pris, une sorte de truc qui donnerait une dignité aux animaux, au même titre que aux humains, et qui les ferait sortir de leur indignité actuelle. C'est plutôt le critère fondamental à partir duquel on peut dire qu'un être a des intérêts, ressent des intérêts, etc. Et dire que c'est humain, d'une part, je pense que c'est faux. La sensibilité, elle est commune à l'ensemble des êtres sentients, et ils sont infiniment plus nombreux que les seuls humains. Et dire que c'est un critère humain, de fait, quel que soit le critère qu'on prendra, il sera humain. Il se trouve que celui-là, c'est le critère logique, fondamental, à partir duquel on peut parler d'éthique. Et c'est le critère fondamental aussi, au sens où il n'est pas arbitraire. Tout autre critère comme fondement de l'éthique est un critère qui est arbitraire. Vouloir prendre l'intelligence comme critère, comme le fait l'humanisme, comme il le fait, enfin, ça serait à développer un peu plus, mais prendre le critère de la moralité, comme le fait aussi l'humanisme, etc., sont des critères arbitraires au sens où on ne voit pas quel lien logique ils entretiennent avec la question de comment on doit traiter quelqu'un. Alors que la question de la sentience, c'est la question fondamentale à partir de laquelle on peut se poser la question de comment traiter quelqu'un. S'il ne ressent rien, cette question-là n'a pas de sens. C'était ça le... Je peux poser une autre question quand même. Désolée. Ça commence mal. Bon, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le fait d'être sentient, ça serait une condition nécessaire à avoir des intérêts. Ça, je ne saisis pas parce que quand on étudie, je sais pas, par exemple, quand on étudie l'interaction d'un arbre avec, je sais pas, un symbiote champignon, par exemple, ils ont tous les deux des intérêts l'un envers l'autre. Enfin, je comprends pas alors la définition d'intérêt, je pense. L'intérêt, c'est ce qui t'intéresse, mais subjectivement. Il y a plein d'êtres vivants qui sont des êtres qui interagissent avec leur environnement, et des fois d'une façon extrêmement complexe, mais qui ne sont pas sentients et qui n'ont pas d'intérêt. Un exemple, c'est par exemple une grenouille décérébrée ou un humain en coma dépassé. Ça reste des êtres qui sont vivants, qui continuent de respirer. Il y a plein de phénomènes biologiques, corporels qui continuent d'exister, au moins pendant un certain temps. La pousse des ongles, la respiration, le système immunitaire continue d'être actif, etc. Et pourtant, c'est des êtres qui ne ressentent plus rien, et ça leur est devenu égal d'être découpés en deux au couteau, ou découpés en quatre à la tronçonneuse, ou d'être laissés tels quels, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'ils ont des intérêts à quoi que ce soit. Mais du coup, c'est quelque chose qui est généralisable aux cadavres, mais aussi aux méduses, donc qui sont des animaux qui ne ressentent rien, mais aussi aux plantes, aux champignons ou aux amibes, etc. C'est-à-dire que le fait que les plantes aient besoin d'eau l'herbe ait besoin d'eau pour être grasse et verte, ça ne veut pas dire qu'elle a un intérêt à être grasse et verte. Ça, c'est nous qui projetons là-dessus. Et on peut projeter tout ce qu'on veut à ce niveau-là, puisque justement l'être n'a pas d'intérêt propre. Est-ce que l'arbre a intérêt à ce qu'on cueille ses pommes ou à ce qu'elles tombent d'elles-mêmes? Est-ce qu'il a intérêt à être taillé pour grossir plus grand ou pas? Vu qu'il ne ressent rien, ça ne peut être que des projections de notre part. Et c'est à traiter en tant que projection de notre part. Et je ne dis pas que ce n'est pas intéressant les projections de notre part, mais ça reste des projections de notre part. Bonjour. Du coup, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je me pose la question, je ne suis pas trop d'accord avec cette idée que l'arbre n'a pas d'intérêt à ce qu'on laisse la pomme à son pied, parce qu'en réalité, pour qu'il puisse
pour qu'il puisse avoir des futures générations d'arbres qui vont prendre sa place dans très longtemps, il a intérêt à ce que la pomme tombe. Alors, c'est quoi vraiment... Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y ait pas d'intérêt à une plante ou un champignon? Et je pense qu'on ne peut pas être sûr, mais comme on ne peut pas être sûr de l'inexistence de quoi que ce soit. Je ne peux pas dire je suis sûr de l'inexistence de Dieu, mais je ne peux pas dire non plus que je suis sûr de l'inexistence du Père Noël. On ne pourra jamais prouver l'inexistence de quelque chose. Par contre, on peut ne pas avoir de raison concrète, de raison pratique, de raison positive, ancrée dans la réalité, de croire en quelque chose. Je n'ai pas de raison positive de croire en l'existence du Père Noël. Et de la même façon, à l'heure actuelle, on n'a pas de raison positive de croire en une sentience des champignons, ou des amibes, ou des plantes, ou des grenouilles décérébrées. Je prends ces exemples-là, je pourrais en prendre d'autres. Le fait que, par exemple, les plantes, de plus en plus, on s'aperçoit à quel point elles interagissent de façon complexe avec leur environnement. Mais ça ne veut pas dire qu'elles interagissent d'une façon sentiente, en ayant un intérêt à cela, et en ayant... Vous parlez de l'arbre qui a un intérêt à se reproduire, mais ça c'est une projection de notre part. Lui n'a strictement, il s'en fiche totalement de se reproduire ou pas. C'est nous qui projetons ça. C'est un phénomène lié à la vie, à la reproduction, mais je veux dire qui est un phénomène complètement... un peu comme les amibes, dire que les amibes ont un intérêt à se reproduire. Non, elles se reproduisent, c'est un phénomène de type biologique, mais qui n'implique pas un désir de leur part, un intérêt de leur part. Elles n'investissent pas de l'affect là-dedans, puisque de fait, elles ne ressentent rien. Et le fait que les plantes, notamment, mais c'est la même chose pour les champignons et pour pas mal d'autres types d'êtres vivants, développent des relations complexes et extrêmement complexes avec leur environnement, ça ne signifie pas l'intervention de la sentience, le fait qu'il y ait... Par exemple, mon corps est sujet à plein de réactions extrêmement complexes, indépendamment de toute conscience que j'en ai. Par exemple, si je plonge la tête dans l'eau, j'ai tout un tas de processus de type physiologique liés à la respiration, au rythme cardiaque, à la circulation sanguine, etc., qui s'activent sans que j'en ai conscience et sans que je puisse aisément les maîtriser. Et c'est ça en permanence au cours de ma vie quotidienne. À chaque fois que je modifie mes types d'activités, j'ai énormément de processus corporels qui se modifient d'une façon absolument inconsciente et qui pourraient effectivement se modifier sans, alors que si je suis inconscient ou si... Enfin, indépendamment de toute conscience, quoi. Donc la complexité n'est pas synonyme de sentience. C'était là où je voulais en venir. Bonsoir. Alors, en fait, je voudrais revenir sur une question qui a été posée au tout début, qui est celle, disons, dans une perspective purement déterministe, si les humains ainsi que tous les autres animaux sont entièrement régis par des lois biologiques et que le libre arbitre n'existe pas, quelle est la posture à adopter ? Et par extension, je reviens aussi encore à la question de l'intérêt. Quelle est la posture à adopter face à un humain, mettons, qui ne recherche pas ce qu'on appelle son propre intérêt, c'est-à-dire quelqu'un qui est dépressif suicidaire et qui recherche la mort? C'est deux questions complètement différentes. La première, c'est sur déterminisme et liberté. Et ben moi, j'ai pas de réponse particulière à cette question-là. Je pense que quelque part, elle doit être mal posée, parce qu'elle n'est pas posable en ces termes d'opposition. De toute évidence, à partir du moment où des êtres sont sentients, ils prennent des décisions et donc ils influent sur leur propre avenir, d'une façon qui est liée à leur mental. Et donc il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la liberté. Je ne pense pas que ça soit en négation des déterminismes biologiques. Il doit y avoir autre chose, je ne sais pas. Je pense que la question d'une certaine façon est mal posée, mais qu'elle est également mal posée pour les humains et pour les autres animaux. Qu'en tout cas le problème se pose de la même façon pour ce qui est de ce qu'on appelle la liberté humaine et pour ce qui est de la liberté des autres animaux, quoi.
Ou il se pose de la même façon quand on parle de détermination pour les humains, de déterminisme pour les humains, ou quand on parle de déterminisme pour les autres animaux. En tout cas, ce n'est pas deux problèmes différents. Oui, d'accord. Et pour la seconde question, je me suicide. Pour le suicide, c'est au-delà de l'indifférenciation, en fait, c'est la question de la liberté, du libre arbitre. C'est que s'il n'y a pas de libre arbitre, est-ce qu'il vaut mieux pas considérer le monde de manière purement égoïste à l'échelle individuelle? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change qu'il y ait le libre arbitre ou pas? C'est-à-dire si j'ai pas... en un sens, mais c'est intuitivement, mais si j'ai pas le libre arbitre, j'ai aucune raison de me poser la question de l'éthique. Spinoza, par exemple, pensait que tout était déterminé et il se posait la question de l'éthique. Et je pense que c'est quand même possible de se poser la question de l'éthique en étant déterministe. Ça semble être une position un petit peu grand écart, mais ça me paraît possible. Mais de toute façon, on n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de déterminer une réponse franche dans le débat liberté-déterminisme, et d'autant plus qu'ils sont... de toute évidence, on a des déterminations extrêmement importantes. Il semblerait que ça ne soit pas en négation d'une certaine liberté, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on en est au rudiment, ou en tout cas, soit que le problème est mal posé, soit qu'on en est vraiment au rudiment de la façon de le poser, et que de toute façon, dans la vie quotidienne, on n'a pas besoin de se poser ces questions-là pour agir. Et les déterministes agissent tout aussi bien que les non-déterministes, que ceux qui croient dans un libre arbitre. Qu'à ce niveau-là, ça fait au final pas de différence concrète, quoi. Et du coup, l'intérêt à sauvegarder le suicidaire par la deuxième question. Je saurais pas précisément répondre à cette question-là. Je pense que c'est... Il y a des cas où les gens ont d'excellentes raisons d'être suicidaires et font bien de mettre fin à leur vie et qu'on devrait les soutenir là-dedans, et puis d'autres cas ou pas, mais je serais incapable de donner des règles claires pour départager les deux cas de figure. Oui, je voulais juste vous remercier pour le fait d'être revenu sur le rapport entre naturalisme et antispécisme. Vous avez bien montré l'incompatibilité entre les deux mouvements. Et je trouvais aussi surtout intéressant le point qui finalement nous ramène à la convergence des luttes, la question de la contre-nature, en fait, qui se retrouve finalement dans toutes les luttes. Je voulais juste, en tant que militante, vous demander peut-être de donner votre point de vue sur cette question d'un nouveau discours qui devrait émerger, et quelle efficacité aurions-nous à le faire émerger finalement, parce que est-ce que se positionner sur le terrain de l'écologie pour un animaliste, ce n'est pas aussi gagner des végétariens, des personnes qui vont peut-être nous rejoindre, enfin, vous voyez, il y a une question là d'efficacité militante que je voulais vous poser. Je pense en se positionnant sur le terrain de l'écologie, on peut peut-être gagner un petit peu des personnes végétariennes, beaucoup moins des personnes végétaliennes, et de façon générale, quand on pour raison écologique, on n'a pas besoin d'arrêter totalement la consommation de produits de l'exploitation animale, on a besoin de la réduire. Mais surtout, on ne gagne pas en militant antispéciste. C'est-à-dire qu'on ne fait pas progresser la conscience de l'injustice du spécisme ou de l'humanisme. Et je pense que c'est pourtant ce que doit essayer de faire le mouvement, parce que c'est cette conscience-là que les bases mêmes de l'éthique et de la politique dans notre civilisation sont à revoir, qui est porteuse véritablement d'un changement pour les animaux, et un changement aussi qui va d'ailleurs au-delà
de la question de l'exploitation animale, mais qui porte une transformation en profondeur du vivre ensemble pour l'avenir. Et puis, il y a ce problème que l'écologie, ça recouvre la question animale d'une chape de plomb, quoi. C'est vraiment, je veux dire, dans le cas des océans, c'est vraiment très net. On est en train de tuer chaque année entre 10 et 30 fois plus de poissons qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. Un truc c'est inimaginable. On n'arrive pas à imaginer des nombres pareils. Je parlais d'entre 1000 et 3000 milliards d'individus sentients qui sont tués chaque année. C'est totalement inimaginable. Et personne n'en parle en tant que tragédie phénoménale, monumentale. Enfin, les termes manquent. On parle on est en train de vider les océans ou des trucs comme ça. Un truc qui est d'une obscénité en fait sans nom, mais qui passe à cause de cette vision totalitaire en fait qu'on entretient par rapport aux animaux. Ça, je l'ai pas cité, mais certains auteurs parlent de fascisme environnemental. La vision qu'on a des animaux par rapport à l'idée de nature, c'est une vision qui est de type totalitaire. C'est l'exact décalque de la vision qu'avaient les partisans des régimes sociaux, politiques totalitaires, nazis, fascistes, staliniens, au sens où c'est l'ordre qui importe, la totalité. Alors dans un cas c'est la société, dans l'autre cas c'est la nature, mais à chaque fois c'est un ordre précis qui a été décrété comme étant le bon ordre, et les individus ne comptent plus qu'en tant que ce dont je parlais, que rouage, que fonction, qui font tourner la machinerie naturelle ou la machinerie sociale, et ils n'ont plus d'importance en tant que tels, en tant qu'êtres sentients, ayant une subjectivité propre, recherchant leur propre fin avec leur propre intérêt, mais au sens fort intérêt, ce qui leur importe, il n'existe plus en tant que tel, il n'existe plus que rapporté à la totalité. Est-ce qu'ils sont utiles à la totalité? De quelle façon ils le sont? Est-ce qu'ils sont plus ou moins utiles, etc. Et c'est typiquement la façon qu'on condamne aujourd'hui de considérer les êtres humains dans les systèmes totalitaires. Et ben, c'est cette façon-là qu'on a très banalement, systématiquement, de considérer les autres animaux au sein du système totalitaire en nature, qui en outre, à mon avis, est purement fantasmatique, c'est-à-dire que je pense qu'il n'existe pas d'ordre naturel. La notion d'équilibre naturel est critiquée depuis belle lurette par les scientifiques écologistes, écologues, etc. etc. Oui, d'où le recours d'ailleurs des associations au parallèle avec le génocide, le totalitarisme, etc. Là, on comprend bien le lien. Je vous remercie. Bonsoir, merci pour votre propos. J'avais deux questions, mais je pense que je vais pouvoir les rassembler. En fait, est-ce que les animaux ne sont-ils pas tous spécistes, eux aussi? En ce sens, est-ce que chaque espèce ne défend-elle pas ses propres intérêts? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut trouver un intérêt commun à toutes les espèces qui vivent sur cette planète? Et si oui, est-ce que ce ne serait pas espèce d'homéostasie de la planète, c'est-à-dire l'écologie? Et est-ce que l'être humain n'est-il pas le seul à aussi prendre en compte les intérêts des autres? Comme vous citiez la marée noire, le fait d'aller... Voilà, vous avez compris ma question. Alors, dire que tous les animaux sont spécistes, le problème c'est que quand ce qu'on désigne par spéciste, c'est soit une discrimination fondée sur l'espèce, soit une idéologie. Alors je ne sais pas si ça s'adapte bien, ces termes de discrimination fondée sur l'espèce ou ces termes d'idéologie à la réalité des autres animaux. Je pense que dans certains cas ça doit pouvoir s'appliquer, dans d'autres cas pas. En tout cas, je pense que dans plein de cas, on ne peut pas dire qu'il y a un intérêt systématiquement, un intérêt préférentiel accordé systématiquement aux membres de son espèce. Il y a plein de cas où des animaux dévorent aussi les autres membres de leur espèce. Il y a plein de cas aussi où des animaux ne le font pas envers des membres de certaines espèces, c'est-à-dire qu'ils vivent en bonne compagnie. Il y a plein de cas où ils se montrent solidaires d'individus aussi d'autres espèces. Donc j'ai l'impression qu'on a des cas de figure qui sont beaucoup plus nuancés et beaucoup plus généraux. Et ensuite, vous parliez de l'intérêt des espèces. Je pense encore une fois qu'il n'y a pas d'intérêt des espèces.
Ça n'existe pas, l'espèce, c'est une catégorie. D'un point de vue darwinien ou écologiste, une espèce, c'est en fait une population d'individus interféconds. Donc c'est une population, simplement. Ça n'est pas une entité fantasmatique qui aurait des intérêts. C'est une population. Et une population n'a pas un intérêt à se reproduire. Elle se reproduit ou elle ne se reproduit pas. Je pense que les espèces en soi n'ont pas d'intérêt. Les individus ont des intérêts concrets, qui sont des intérêts d'individus, qui ne sont pas nécessairement des intérêts à ce que leur espèce continue d'exister à l'avenir, ni quoi que ce soit de ce style. Ils ont des intérêts bien concrets à eux, continuer à vivre dans des conditions qui ne sont pas trop insupportables, ou à pouvoir mourir s'ils sont torturés, etc., etc. Mais ça, c'est des intérêts d'individus, d'êtres sentients. Oui, du coup, je pourrais poser ma question un peu, est-ce que tous les animaux ne sont pas individualistes? Eh bien, la réponse est un petit peu la même, c'est que d'une certaine façon, on est tous individualistes à un certain niveau, mais on a tous aussi une propension, enfin tous, j'imagine qu'il y a aussi plein d'individus animaux qui n'ont pas cette propension, mais beaucoup d'individus animaux ont une propension à l'altruisme, à la solidarité avec les autres, à éprouver des sentiments d'empathie ou d'amour ou d'amitié les uns envers les autres, etc. Donc je dirais là encore, il n'y a pas une réponse univoque. Merci.